Amis camping-caristes, bonjour. Je vais élever un petit peu la voix. Il s'est passé 2 jours depuis ma dernière vidéo concernant le booster, la vidéo numéro 15, booster et pile à combustible. Il pleut toujours, comme vous pouvez l'entendre. Ça n'a pas arrêté depuis 2 jours. Donc je vais élever un peu la voix. Aujourd'hui, il m'est passé une idée en tête, c'est de dire pourquoi ne pas utiliser avec ce booster de 60 ampères le camping-car comme groupe électrogène et quels seraient les avantages et les inconvénients d'une telle solution. Donc, j'ai fait des enregistrements et puis bon, je vais vous les montrer et puis on pourra échanger par la suite là-dessus. Mais avant toute chose, je vais revenir sur des messages qui m'ont été faits sur ma précédente intervention avec des gens qui me disent plusieurs choses. Alors, je vais en parler, c'est exceptionnel, mais pour vous faire partager donc, ce qui m'a été dit et ce que j'en pense. Première chose concernant le frigo Trimix. On me dit que c'est pas vrai et que c'est pas sur tous les modèles de réfrigérateurs Trimix qu'en fonctionnement 12 volts, ça fonctionnait pas. Enfin, moins bien. Il n'y avait pas la performance de froid. Sans m'apporter en quoi que ce soit la démonstration ou une fiche technique d'un réfrigérateur qui pourrait étayer cette hypothèse. Je reviens un petit peu, là je vais vous mettre à l'écran la plaque signalétique des réfrigérateurs. Trimix, donc de chez Domotique. Mais bon, à ma connaissance, c'est tous la même chose. Hein. Comme je le disais la dernière fois, la résistance qui permet de chauffer le bouilleur arrière en 12 volts fait 170 watts. 170 watts, ça veut dire qu'on tire 14 ampères heure sur la batterie qui vient en diminution de la puissance de l'alternateur. Et je disais que ces 170 watts, c'était en dessous des 190 watts sous 220 volts, ou alors des 330 watts au niveau du gaz, si on a un fonctionnement avec le gaz. Et je disais qu'avec le gaz, les performances étaient meilleures qu'en 12 volts et en 220 volts. C'est logique, il y a plus de puissance. Maintenant, si jamais on veut avoir l'équivalent en performance avec de 220 volts, les 190 watts sous 12 volts feraient qu'on aurait en gros 15,8 ampères à tirer, disons 16 ampères, à la place des 14 des 170 watts. Vous me suivez? Et maintenant, si on veut avoir la même performance que le gaz, il faudrait mettre une résistance de 330 watts. Ce qui est logique. Une résistance de 330 watts ou 12 volts voudrait dire qu'on tire sur la batterie et sur l'alternateur via le booster 27,5 ampères heure. Donc j'ai jamais vu moi, des résistances électriques en 12 volts avec de telles puissances. Et ou avec des puissances équivalentes au modèle gaz. Donc je suis prêt à accepter tout ce qu'on veut, hein. Il faut par contre m'en amener la démonstration. Évidemment, les puissances que je vous donne, c'est pour un grand modèle, hein, c'est 150 litres. Après, plus le modèle est petit, plus les puissances diminuent, bien évidemment. Voilà, ce qui concerne les frigos Trimix avec le fonctionnement 12 volts. J'attends qu'on m'envoie des informations factuelles avec de la documentation pour que je puisse éventuellement faire un correctif sur une de mes vidéos. Afin d'étayer ce que je vous ai dit précédemment concernant le fonctionnement sous 12 volts, dans la documentation qui est fournie avec le réfrigérateur, je vous ai fait une copie de ce qui est écrit sur une partie du document, hein, simplement. Avec le décret 2002-478, ils sont tenus de donner des informations concernant le fonctionnement du frigo et ses limites. Donc si vous regardez bien,
il est écrit le stockage des aliments doit tenir compte des conditions particulières de fonctionnement d'un réfrigérateur installé dans le véhicule qui varient en fonction de quoi? Des conditions climatiques, de la température élevée à l'intérieur du véhicule, évidemment, hein, les déperditions à travers les parois, hein. Une utilisation rapide du réfrigérateur après une mise en température optimale, c'est-à-dire que si jamais on met le réfrigérateur en route et qu'on met tout de suite des aliments dedans, évidemment, ils ne vont pas être réfrigérés. Et ils disent surtout de l'utilisation au cours du trajet prolongé de la source d'énergie 12 volts. Voilà, ils mettent en garde qu'avec le 12 volts, on n'est pas capable d'assurer le froid. Tout simplement, ça veut dire ça. Voilà, donc l'exposition au soleil, bon, il y a tout un tas de choses. Et ils disent, dans ces conditions, cet appareil ne peut garantir la température nécessaire à la conservation des denrées périssables. Et ils précisent, les listes de denrées périssables, tous les produits portant une date limite de consommation associée à une température de conservation inférieure à 4 degrés, en particulier les viandes, les poissons, les volailles, les charcuteries et les plats préparés, ne sont pas sûrs, et loin d'être sûrs même, d'être garantis, la conservation, car on n'est pas sûr d'avoir les 4 degrés. Et moi, je vous ai mis des courbes, allez voir ma vidéo numéro 1 concernant les frigo-absorption. J'ai mis des enregistreurs de température de précision, je précise bien, de précision, regardez bien la vidéo, j'explique tout, dans le réfrigérateur, dans le fraiseur, dans l'évaporateur, et ça sur des grandes périodes, donc des périodes où on était à l'arrêt avec le gaz, après on se mettait à rouler avec le 12 volts, et on voit très bien que dès qu'on roule avec le 12 volts, la température remonte dans le réfrigérateur, ce qui est logique et confirmé par les documents. Donc voilà, on va clôturer cette histoire de 12 volts et on va passer à un autre sujet. Un deuxième point où j'ai quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire que sur le crash control, ils me disent qu'il est interdit de rouler avec le frigo en mode gaz en fonctionnement, tout simplement. Alors ils me disent que c'est interdit, il y en a d'autres qui me disent qu'on n'a pas le droit. Bon, peut-être, mais où sont la démonstration? Toujours pareil, moi je veux des démonstrations. J'ai recherché des textes de loi, soit des arrêtés, soit des décrets, soit une directive européenne, je n'ai rien trouvé, rien du tout concernant cette affirmation. Ou même une norme en EN qui parlerait de ça. Alors, il faut savoir qu'une norme, pour qu'elle soit obligatoire, on les appelle des normes contraignantes. C'est-à-dire que pour qu'une norme soit contraignante, c'est-à-dire qu'on soit obligé de l'appliquer, il faut qu'elle soit écrite dans un texte de loi qui y fait référence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que cette norme soit gratuite. Si on va sur le site de l'AFNOR, il faut qu'on puisse la télécharger sans payer. Car en France, tout le monde doit avoir accès aux lois et aux normes sans avoir besoin de débourser de l'argent. Donc si un jour vous avez un doute, vous allez sur le site de l'AFNOR, vous tapez EN, la référence. Si on vous demande de payer, la norme n'est pas contraignante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Il faut savoir que les normes sont faites par des professionnels pour encadrer des fabrications de matériel. Un exemple, dans ma profession, à un moment donné, il y a un décret qui est sorti, c'est Ségolène Royal qui a sorti ce décret-là. Elle voulait imposer que tous les appareils de mesure pour détecter les fuites de gaz, alors bon, c'est les fuites de gaz dans les circuits frigorifiques, devaient être contrôlés au moins une fois par an, avec un procédé, et elle citait la norme. Donc elle obligeait les gens à consulter cette norme pour pouvoir faire une fois par an les contrôles des appareils qui servaient à faire les mesures de contrôle d'étanchéité par méthode directe ou indirecte. Voilà.
Donc, il y a une personne qui a attaqué le ministère de l'écologie, parce qu'à l'époque c'était le ministère de l'écologie, en disant, écoutez, moi je m'excuse, mais moi je veux bien faire les contrôles que vous me dites, mais ça m'oblige à acheter une norme qui est payante. Donc, le décret est tombé. Ce qui a obligé donc le successeur à Ségolène Royal, parce qu'elle était partie entre-temps, de modifier donc cet arrêté. Et en plus, ils ont écrit un truc du style, je me souviens plus exactement le terme, mais comme quoi c'était plus une obligation, mais qu'il fallait que les gens s'inspirent de la norme pour faire les contrôles. Donc c'était plus une obligation, il fallait s'inspirer d'une norme qu'il fallait payer. Donc voilà, ils avaient détourné le problème un peu comme ça. Mais dans le principe, une norme contraignante, c'est une norme gratuite. De toute façon, concernant ce problème de crash control, je n'ai strictement rien vu. J'ai rien trouvé. Mais bon, je peux ne pas avoir trouvé. Moi, je suis preneur. Et encore une fois, si jamais on me démontre et qu'on m'amène les preuves dans une prochaine vidéo, j'en parlerai. Voilà, tout simplement. Alors, encore autre chose, dans la documentation des frigos Trimix, qui m'a été fournie avec mon camping-car, vous allez le voir à l'écran, enfin vous le voyez à l'écran, c'est écrit qu'il est interdit d'utiliser l'appareil avec du gaz dans les stations-service, dans les transborders ou sur les trains auto-accompagnés, dans les transports de caravanes ou de camping-car avec un véhicule de transport ou de dépannage. Voilà, risque d'incendie, etc. Ils n'ont pas écrit que c'était interdit de rouler. Si c'était interdit, ils l'auraient écrit, je pense. Voilà, passons à un autre sujet. Le sujet du jour. Le sujet du jour m'est venu en Écosse, quand j'ai fait toutes les mesures avec l'alternateur, oui, et puis le booster 60 ampères. Donc tous les enregistrements, j'ai remarqué que quand on était en mode ralenti, aux alentours de 900 tours minute, et ben l'alternateur délivrait quand même pas mal de puissance. Et je me suis dit qu'il faudrait que je commence à réfléchir pour savoir s'il serait pas intéressant de m'en servir comme groupe électrogène. Bon, entre nous, je le ferai pas, mais c'est intellectuellement. Voilà. Pourquoi je le ferai pas? Parce que je suis pas du genre à laisser tourner mon moteur à côté, ou un groupe électrogène à côté de gens qui veulent se reposer et être tranquilles. Mais bon, je sais que ça se fait, je sais qu'il y a des groupes électrogènes qui se vendent, avec des niveaux sonores plus ou moins importants, donc nous allons aussi aborder ce sujet-là. Mais dans un premier temps, je vais vous passer une toute petite vidéo que j'ai prise en Écosse, où mon camping-car tourne au ralenti, et où on voit sur le Smart Control Victron la puissance en ampères-heure délivrée par l'alternateur 60 ampères. Allez, regardons cette vidéo, et je reviens après dans la continuité de mon cheminement d'idées. Alors nous sommes toujours sur l'île de Skye, juste une petite vidéo pour vous faire voir que je suis au ralenti, je charge à 48 ampères, alors que vous voyez, le compte tour il est au ralenti quoi, à peine 1000 tours. Voilà. 48 ampères en mode qu'on pourrait presque dire groupe électrogène. Regardez comme l'île de Skye sous le soleil, c'est joli. Alors je vous parle pas du panneau solaire, il faudrait que je fasse une petite analyse là-dessus, mais ça n'a pas l'air de donner grand chose mon 120 kW crête. 120 watts crête, pardon. Voilà, donc c'est factuel, hein, comme vous avez pu le voir. L'état de charge de la batterie, 86%. On injecte en mode ralenti 48 ampères sous 14 volts. C'est-à-dire que toutes les heures, quand si ça tourne comme ça, on envoie 679, je crois que c'est affiché, watts dans la batterie.
Donc en 2 heures de fonctionnement, on balance quasiment 100 ampères. Alors, évidemment, c'est pas toujours constant comme ça. Au fur et à mesure c'est comme en roulant, au fur et à mesure que la batterie se charge, l'intensité a tendance à diminuer, ce qui est tout à fait logique. Mais dans les grandes lignes, on pourrait faire un comparatif, et c'est ce que nous allons faire, par rapport à des groupes électrogènes. La première question à se poser, c'est pourquoi un groupe électrogène? Est-ce qu'on s'en sert pour recharger les batteries? C'est-à-dire on est en mode sédentaire, on bouge pas, et bah, les batteries évidemment se vident, hein, même s'il n'y a pas de... Comment dire, même s'il y a un peu de soleil, hein, ça dépend toujours de la même manière ce qu'on consomme, hein, le niveau de confort qu'on veut avoir. C'est évident que si on n'a qu'une ampoule et puis qu'on la pompe à eau, on peut tenir avec une batterie de 100 ampères plusieurs jours. Hein. Les hommes préhistoriques, d'ailleurs, ils avaient une autonomie complète sans électricité, ils avaient des morceaux de silex pour faire du feu. Donc voilà, c'est une caricature, mais ça démontre aussi une chose, c'est que moi je consomme quasiment entre 70 et 80 ampères heure par jour. Il y en a d'autres, ça va être 10 ou 20, ça dépend ce qu'on a dans le camping-car et comment on le fait fonctionner. Hein. Donc la pleine autonomie, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'un groupe électrogène pour faire des recharges de batterie ou pour regarder la télé? Ou pour recharger les batteries de vélo. Hein. Si c'est, même pour recharger les batteries de vélo, et aller vite, il suffirait de recharger les batteries, et puis de tirer avec les batteries vélo en mode DC-DC sur la batterie cellule. Bon, ça, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais maintenant, si c'est pour simplement recharger la batterie de la cellule, un peu comme la pile et fois que j'ai expliqué avant-hier, c'est une autre façon de faire. Est-ce que c'est plus efficace? Et là, on va parler déjà d'efficacité en recharge de batterie. Ce que vous voyez à l'écran, vous en avez certainement un dans le camping-car, c'est un bloc d'alimentation. Donc, vous avez dessus l'arrivée de 120 volts avec un chargeur pour charger votre batterie 12 volts. Et vous avez également, enfin moi dans mon cas de figure, un PWM qui reçoit l'énergie du panneau solaire pour également charger les batteries. Et puis à partir de là, vous avez tous les fusibles de protection du camping-car. Maintenant, si on regarde la fiche technique du LMP 1218 PWM, déjà rien que la référence en dit long, c'est-à-dire que c'est fait LMP12 pour charger en 12 volts et 18 ampères. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement quand vous branchez le 220 dessus, vous chargez à 18 ampères maximum. Ça, c'est la valeur qu'on va comparer à la charge que fait l'alternateur via le booster 60 ampères. Et ça nous donne aussi une autre information, PWM, donc c'est le régulateur solaire, voilà, qui est marqué à 15 ampères. C'est pas top, hein, surtout sur un camping-car récent, de mettre encore du PWM. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. On se fout du monde. Tout simplement, on fait du tape à l'œil, on met un beau panneau solaire sur le toit, et derrière, on fout de la merde. Voilà. Mais ça, c'est de la merde qui est cachée, ça se voit pas, ça. On le découvre à l'utilisation. Je vous invite maintenant à regarder quelques modèles de groupes électrogènes, histoire d'avoir des références pour comparer au groupe électrogène camping-car avec le booster. Alors, j'ai éliminé tous ceux qui disaient qu'ils étaient hyper silencieux sans qu'ils puissent nous donner une valeur de mesure de décibels. Le modèle que vous avez sous les yeux, c'est un modèle essence 4 temps silencieux, d'après ce qu'ils disent, et qui fait 63,2 dB à 7 mètres. Après, qu'avons-nous? J'ai pris un modèle Honda, le EU22i. Alors déjà, ça vous donne un ordre d'idée. Hein. Il fait 1952 €.
Et au niveau de... Alors il est intéressant parce qu'il a une sortie 12 volts directement pour charger les batteries, qui est limitée à 8,3 ampères, à comparer aux 40 et quelques ampères du booster. Capacité du réservoir, bon, ok, autonomie 3 heures et demie, niveau sonore 87 dBA, mais ils disent pas à quelle distance. Bonne information, il pèse quand même 61 kg. Après, qu'avons-nous? Le Teller Ecoenergy, désormais capable de recharger les batteries lithium, hein, parce que les autres ne rechargent pas les batteries lithium. Et au niveau caractéristiques techniques, c'est de l'essence. Il produit 2500 watts sous 230 volts. Il a aussi une sortie 12 volts de 10 ampères. 10 ampères, toujours à comparer aux 45 ampères du camping-car. Donc on est largement en dessous, on est 4 fois en dessous de ce que pourrait donner le camping-car en mode groupe électrogène quand même. Hein. Et un niveau sonore de 58 dBA à 7 mètres, nous retombons sur les 7 mètres, on peut commencer déjà à se faire une idée de ce que ça peut être. Réservoir d'huile, bon, consommation 1 litre à l'heure, poids 60 kg quand même, hein. C'est pas un petit poids. Et enfin, un dernier que j'ai trouvé intéressant, c'est le Teller 2510B, qui est quand même à 4647 €, c'est pas donné. Et ce modèle-ci est insonorisé. Alors, c'est très intéressant, il est insonorisé. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, il fonctionne au gaz. Il donne du 20 ampères-heure, hormis le dernier modèle, c'est 25 ampères-heure. C'est-à-dire qu'on est à 50% de ce qu'est capable de faire le booster, avec une consommation de gaz de 270 grammes. Alors 270 grammes à l'heure, c'est déjà assez conséquent, hein, parce que les bouteilles, ils sont quand même pas grosses sur un camping-car, plus le frigo qui tire derrière, bon, bah, l'autonomie n'est pas bien longue, ne sera pas bien longue. Il y a de la consommation d'huile, bon, et le niveau sonore, toujours à 7 mètres, très intéressant, là, est moindre quand même, puisqu'il se situe aux alentours de 51 à 52 dBA. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des groupes électrogènes. Alors celui-là, il est excessivement cher. Est-ce que c'est parce qu'il est au gaz? Est-ce que c'est parce qu'il est insonorisé? Bon, enfin, des éléments de référence, des consommations sur ce modèle-ci, qui est 50% de ce que peut donner le camping-car. Je me répète un peu. Et maintenant, nous allons voir un petit peu, au niveau du camping-car, j'ai fait un enregistrement sonore, de niveau sonore, et je vais vous passer la petite vidéo. Bon, je vais donc tenter de faire une mesure sonore à différentes distances du camping-car. La première chose à faire, c'est sans le moteur en circuit, en fonctionnement. Il y a des voitures qui passent au loin. « 44 dBA. Maintenant, je vais mettre le moteur en marche. À 1 mètre, je suis « 61 dBA. « 60 dBA à 2 mètres. » « 58,3. »
56 à 4 mètres. Toujours 56 à 5 mètres. « 55,1 à 6 mètres. » « 54 dBA à 7 mètres. Et 53 à 9 mètres. Voilà, donc je vais éteindre le moteur pour pas gêner les gens. Voilà des mesures que j'ai effectuées en Écosse. On était dans une ferme. Bon, faut prendre en considération aussi qu'on avait un bruit de fond. Hein, j'ai mesuré, sans que le camping-car fonctionne, que j'étais à 44 dBA. Alors quand les appareils sont donnés avec un niveau sonore, c'est mesuré dans une chambre acoustique. Il n'y a pas de bruit de fond. Donc évidemment, les niveaux sonores sont purement les niveaux sonores du groupe électrogène, dans le cas de figure. Moi, j'ai le bruit de fond qui s'additionne au bruit mesuré avec le camping-car. Alors ça s'additionne pas, les dBA. Mais bon, ça augmente quand même le niveau sonore. Que pouvons-nous dire? La première mesure, à 1 mètre, est à 61 dB. Ah. C'est à comparer aux 63 dBA du premier groupe électrogène que j'ai montré. Après, on a eu une mesure de 58,3 dBA à 3 mètres, à comparer au deuxième groupe électrogène qui était de 63,2 dBA à 7 mètres. Et là, je suis qu'à 3 mètres. On est bien déjà en dessous. Ensuite, on a un autre groupe électrogène qui était lui aussi, alors il me semblait qu'il était insonorisé à 58 dBA à 7 mètres. Moi, les 58 dBA, je les ai à 3 mètres. Enfin, le dernier caisson, celui qui était vraiment insonorisé, qui fonctionnait au gaz et qui coûtait une fortune, lui tournait entre 51 et 52 dBA à 7 mètres, alors que moi, à 7 mètres, j'étais à 54 dBA. Très proche, notamment si on intègre dedans que moi j'avais tout le bruit de fond. Il y avait une route qui était pas très loin, il y avait les arbres et puis du vent. Donc je dirais que grosso modo, le camping-car au ralenti fait pas plus de bruit qu'un caisson groupe électrogène insonorisé, niveau sonore mesuré à 7 mètres, tous les deux. C'est un point relativement important à préciser. Alors bien sûr, les mesures que j'ai faites sont des mesures qui ne sont pas des mesures de laboratoire. N'empêche que si vous regardez à l'écran, j'ai quand même du matériel de qualité qui a été calibré et certifié par un organisme agréé. Et qui, voilà, le certificat, il est là, bon, il date de 2020, mais bon, c'est un appareil que je me sers pas tous les jours, hein. Si je m'en sers 2 fois dans l'année, c'est un grand maximum. Donc bon, il n'y a pas de raison que les niveaux sonores aient dérivé. Voilà. Donc des mesures sonores faites avec du matériel de qualité, dans des conditions réelles extérieures. Voilà, on est similaire à un caisson insonorisé. C'est déjà un truc intéressant, il me semble. On va continuer les comparaisons maintenant sous forme de tableau. Ce petit tableau va permettre de donner l'avantage soit au groupe électrogène,
soit au camping-car en mode groupe électrogène, en fonction de certains critères. Le premier critère, c'est le prix. Là, il n'y a pas photo. Le premier groupe électrogène, il est à, je dirais, dans les 1000 euros, 1700 euros. Bon, ça dépend, enfin les modèles essence. Après, tout de suite, ça monte vite, surtout si on veut des modèles insonorisés. Comme vous avez pu le voir juste avant dans les vidéos. Au niveau du coût du booster, parce que là on compare à un booster en fait, hein. Le modèle 20 ampères coûte 239 euros, le 40 ampères 359 euros, donc là le différentiel il est très peu, hein. Il est de 120 euros quoi en gros. Et puis le modèle 60 ampères, lui, est à 499. C'est le modèle que j'ai mis. Donc la différence entre le 40 et le 60, c'est 140 euros. C'est pas énorme. C'est pas énorme comparé surtout au prix des groupes électrogènes. Je dirais donc avantage au camping-car. Les puissances de charge. Alors, les puissances de charge, vous avez des groupes électrogènes qui font que du 220-230 volts, d'autres qui fournissent du 12 volts. 220-230 volts, bon, les puissances qu'on a sont supérieures à ce qu'on a réellement besoin avec le convertisseur qui est intégré au camping-car, du moins pour mon camping-car à moi, qui est limité à 18 ampères sous 12 volts, c'est-à-dire 216 watts. Donc, c'est pas énorme, n'importe quel groupe électrogène branché sur le camping-car est capable de recharger celui-ci sur un temps donné, puisqu'on est limité à 18 ampères. À comparer aux 40-45 ampères du booster, en mode camping-car au ralenti. Donc, je dirais là aussi, l'avantage en 12 volts, c'est au camping-car. Bon, le 220 volts, l'avantage qu'il y a aussi avec un groupe électrogène, c'est que ça peut alimenter autre chose en 220 volts. Alors après, est-ce qu'on fait tourner un groupe électrogène pour regarder la télé ou pour faire autre chose? Je sais pas, surtout quand on sait qu'on a des niveaux sonores quand même qui sont relativement élevés et qu'on emmerde les voisins. J'ai déjà donné de ce côté-là. Bon, enfin, là, c'est une gymnastique d'esprit qu'on fait. Au niveau des niveaux sonores, bon là on vient de le voir, le niveau sonore de 58,3 que j'ai à 3 mètres est bien meilleur que les groupes électrogènes essence qui sont pas insonorisés. Après, j'ai ce même niveau sonore à 3 mètres de 58 est équivalent au modèle essence insonorisé de je ne sais plus quelle marque. Bon, enfin, peu importe, il était à 58 dBA. C'est l'équivalent, sauf que lui, il était à 7 mètres et nous, on y est à 3 mètres. Et puis pour finir, le super isolé gaz, qui était à 51-52 dBA, bon, bah, il est, je dirais, équivalent au camping-car, niveau sonore du camping-car, donc je dirais c'est pareil pour le super isolé et c'est mieux pour le camping-car quand le groupe n'est pas isolé. Après, faut intégrer là-dedans l'entretien. Le groupe électrogène, faut l'entretenir, faut y faire des vidanges. Alors que le camping-car, bah, le moteur, on l'entretient, il n'y a pas un surcoût, je dirais que le moteur, on l'entretient quand on va faire les contrôles annuels ou tous les 2 ans. Donc il n'y a pas de surcoût au niveau de l'entretien. Au niveau autonomie, bah là aussi, il n'y a pas photo. Parce qu'on a vu que les capacités des réservoirs essence étaient petits. Ça oblige à avoir de l'essence dans le camping-car, dans des bidons pour pouvoir re-remplir le groupe électrogène de temps en temps. Pour les modèles qui fonctionnent sur le gaz, lui, il va tirer pas mal sur les bouteilles, et les bouteilles, il va falloir, ou le GPL, il va falloir le recharger beaucoup plus souvent. Alors que sur le camping-car, on puise dans le gasoil pour faire tourner le moteur. Donc, avantage à ce niveau-là.
En plus de ça, il y a une chose que j'ai pas dit, mais l'été, pendant qu'on fait tourner le camping-car, on peut faire tourner la clim du camping-car en même temps. Bon, passons. Bon, le poids, on a vu que c'était, comment dire, entre 20 et 60 kilos si c'est hyper bien sonorisé. Au niveau encombrement, donc là c'est avantage, c'est clair, au camping-car, parce qu'au niveau du poids, alors évidemment si on part du principe que vous avez déjà un booster, admettons un 20 ampères, ça pèse 1,3 kg. Si vous mettez un 60 ampères, vous allez passer à 2,8 kg. Donc vous allez rajouter 1,5 kg. 1,5 kg en plus pour avoir un gros booster 60 ampères par rapport à un petit 20 ampères. Il est clair que là, c'est pareil, il n'y a pas photo avec un groupe électrogène. Puis au niveau encombrement, le groupe électrogène, il faut le ranger, le mettre quelque part. Donc l'avantage aussi au camping-car, parce que il n'y a pas besoin d'avoir un encombrement supplémentaire, surtout si on a déjà un booster, on en met un petit peu plus gros, mais ça se joue, c'est insignifiant, quoi. La facilité d'utilisation. Alors tout dépend du groupe électrogène qu'on a. Si on a un groupe électrogène intégré avec démarrage automatique, bon, c'est plus facile, enfin c'est aussi facile que de faire tourner le camping-car. On tourne la clé, on démarre, et puis voilà. Par contre, si c'est un modèle qu'on met à l'extérieur, bah, le soir, il va falloir le laisser dehors, il va pas falloir se le faire tirer, il va falloir peut-être le protéger de la pluie, il va falloir le sortir, tirer les câbles. Et en plus, si c'est un bitension, il va falloir tirer le câble pour le 220 et peut-être le câble pour le 12 volts. Alors là, honnêtement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout état de cause, il me semble que si on a une sortie 12 volts pour charger les batteries, il faut tirer un câble. Ça, c'est évident. Donc, c'est plus compliqué que de faire démarrer le camping-car. Voilà un petit peu tous les avantages et inconvénients que je vois. Alors après, au niveau consommation, à vrai dire, j'en sais rien. Ça doit pas, la différence, ça doit peut-être être à l'avantage du groupe électrogène, parce que je pense qu'il y a moins de mécanique entraînée. Et c'est même pas sûr. Bon, on va aller donner l'avantage au groupe électrogène concernant ce point-là. Voilà, donc les pour et les contre. Je vais terminer avec un point que m'a soulevé une personne, et il faut que j'en parle parce que c'est quelque chose de pertinent. Voilà. Enfin, pour terminer, deux petits points. La première chose, c'est que j'ai un internaute qui m'a écrit suite à ma dernière vidéo quand j'ai parlé du groupe électrogène fait avec l'alternateur et le booster. Il m'a dit clairement qu'il a vu une fois dans une vidéo sur YouTube que Truma, je crois que c'était Truma, avait fait des essais et que à faire tourner l'alternateur comme ça sans rouler, donc il n'est pas ventilé par la vitesse du camping-car ou de la voiture, il aurait tendance à chauffer et à cramer. Voilà. Donc j'ai recherché cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvée, et je me suis mis un petit peu à réfléchir, à faire des recherches. Je me suis dit déjà, des alternateurs, il y en a dans les bateaux. Et les bateaux, les cales ne sont pas ventilés. Enfin, pas suffisamment pour refroidir l'alternateur. Bon, ça, c'est une chose. Après, j'ai regardé dans les documentations des boosters, parce que je me suis dit, les boosters devraient mettre dedans des mises en garde concernant ce problème, parce qu'il est évident que le booster, il récupère le contact le plus de marche du camping-car pour démarrer. Et on voit bien de toute façon qu'au ralenti, il tire sur l'alternateur. Donc s'il y avait un danger, je pense que les fabricants de boosters mettraient en garde en disant « Attention, ne faites pas tourner le camping-car au ralenti, parce que l'alternateur va chauffer et ça risque de détériorer. »
Également, on peut imaginer que ces gens-là auraient mis une sonde de température. Pourquoi pas mettre une sonde de température à un endroit comment dire, en contact avec la carcasse comment dire, de l'alternateur, pour détecter justement ce phénomène. Et en plus, j'ai lu, alors toujours sur Internet, qu'il y a des classes d'isolement des alternateurs, qui, en fonction de la qualité donc, du bobinage, pouvaient tenir des températures très élevées, justement pour avoir une résistance accrue, et je crois que ça allait jusqu'à chaque classe 20 000 heures de fonctionnement. Voilà. Donc je n'en sais pas plus, c'est une question qui est pertinente. Maintenant, si vous avez des informations à ce sujet-là, ça serait intéressant, parce que ça serait dommage de cramer un alternateur pour ça. Moi, je l'ai fait tourner en vacances plusieurs fois pour le tester, ce mode-là. Bon, ça s'est bien passé, hein, mais je ne l'ai pas fait des milliers d'heures. Hein. Je l'ai fait quelques heures, je dirais. Et ça marche bien, hein, ça charge très bien. Voilà. Et une dernière chose, c'est le stationnement. Il y a une réglementation en France qui date de très longtemps. Je vais vous afficher cette réglementation sur l'écran, qui dit qu'on n'a pas le droit en stationnement de faire tourner son moteur pour des questions de pollution. Voilà. Donc, il ne s'est pas dit si on peut faire tourner un groupe électrogène. Mais en tous les cas, un moteur d'un véhicule... camion, voiture, camping-car, il ne précise pas. C'est interdit, d'après cette réglementation, de laisser tourner au ralenti son moteur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore été très bavard. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore quel sera le sujet. Vous le découvrirez le moment venu. Je vous souhaite à tous des bonnes vacances, parce que nous sommes au mois de juillet, et je pense que vous allez tous partir en vacances, du moins je le souhaite. Au revoir.